1968. La jungle de Quang Tri, Vietnam. Un enfer vert, humide et sournois, où chaque ombre pouvait cacher la mort et chaque son était un présage de terreur. Dans ce labyrinthe claustrophobe de végétation dense, où l'air était alourdi par l'odeur de sueur, de poudre et de peur, les patrouilles de l'US Marine Corps menaient un combat invisible et implacable. Mais il y avait un problème qui transformait chaque pas en abîme. Le bruit. Le bruit des tirs, l'écho sec des armes automatiques, la détonation caractéristique qui, au milieu du silence oppressant de la jungle, trahissait chaque mouvement, chaque position, condamnant les hommes à une embuscade certaine. C'est dans ce scénario de désespoir qu'un homme, le sergent Elias Vance, un tireur d'élite des Marines, conçut une idée aussi simple que folle. Une idée qui, à première vue, ressemblait à l'égarement d'un esprit épuisé par la guerre, transformer des boîtes de conserve en silencieux pour fusils. Ses collègues riaient, ses supérieurs l'ignoraient, mais Vance savait. Il sentait que là se trouvait la clé pour briser le cycle des embuscades, pour donner à ses frères d'armes une chance de se battre dans le silence, de survivre. Son invention, surnommée le silencieux boîte, n'était pas qu'un morceau de métal, c'était l'espoir d'un avenir, resté jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde et a réécrit les règles de la guerre dans la jungle. La guerre du Vietnam ne ressemblait à aucun autre conflit que les États-Unis avaient affronté. Loin des champs ouverts d'Europe ou des déserts d'Afrique du Nord, la jungle vietnamienne était un ennemi à elle seule. À Quang Tri, la province la plus septentrionale du Sud-Vietnam, la frontière avec le Nord-Vietnam était une ligne ténue et poreuse, théâtre de certains des combats les plus brutaux et les plus sanglants. La densité de la forêt, l'humidité étouffante et la visibilité quasi nulle transformaient les patrouilles américaines en cibles faciles. Le Viet Cong et l'armée du Nord-Vietnam maîtrisaient l'art de l'embuscade, utilisant le terrain à leur avantage avec une dextérité mortelle. Le problème principal était la détection sonore. Dans un environnement où la vision était limitée à quelques mètres, le son devenait le sens le plus crucial. Les patrouilles des Marines, lorsqu'elles engageaient le combat, révélaient immédiatement leur position avec le bruit assourdissant de leurs fusils M16. La détonation d'un coup de feu, amplifiée par l'acoustique feutrée de la jungle, résonnait sur des kilomètres, alertant l'ennemi de la présence et de la direction des soldats. Cela permettait aux forces adverses de manœuvrer, d'appeler des renforts et de monter des pièges encore plus létaux, transformant un bref échange de tirs en un siège sanglant et unilatéral. Les solutions conventionnelles de l'époque étaient insuffisantes quand elles existaient. Les silencieux militaires étaient des équipements rares, coûteux et souvent inefficaces pour les fusils d'assaut standards, en plus d'être trop lourds et encombrants pour le combat dans la jungle, où chaque gramme comptait. L'ingénierie militaire se concentrait sur des armes plus puissantes, sur des tactiques de feu et de manœuvre qui, en théorie, devaient submerger l'ennemi. Mais en pratique, face à un adversaire qui se déplaçait comme des fantômes et utilisait le terrain comme une arme, ces tactiques échouaient. Les Alliés étaient en train de perdre la guerre du son, et avec elle, d'innombrables vies étaient fauchées, une par une, dans le silence qui précédait la détonation fatale et le cri de désespoir. C'était une menace mortelle qui minait le moral, paralysait l'avancée et transformait chaque mission en une roulette russe. La nécessité d'une solution urgente était palpable, un cri silencieux qui réverbérait à travers toute la jungle. Ce besoin, ce cri silencieux, n'était pas seulement entendu par Elias Vance, il était ressenti dans chaque fibre de son être. Le sergent Elias Vance, un tireur d'élite des Marines, était un homme forgé dans l'adversité, un vétéran qui avait vu l'horreur trop longtemps pour se permettre la complaisance. Né et élevé dans un quartier ouvrier de Détroit, Michigan, il n'avait pas de diplôme d'ingénieur ou de lettres de créance universitaire qui le qualifiait pour innover. Son école avait été la vie, son laboratoire, les rues et les champs de tir, où la précision et l'observation aiguisée étaient les monnaies les plus précieuses. Avant la guerre, Vance travaillait dans une usine, un travail manuel, qui a affûté son habileté et sa compréhension pratique de la mécanique et des matériaux. Mais c'est son expérience en tant que tireur, son talent presque surnaturel à se fondre dans l'environnement et à se déplacer sans être détecté, qui l'a rendu exceptionnellement sensible aux problèmes du son. Il savait, plus que la plupart, que dans la jungle, un coup de feu valait plus que 1000 mots. Il valait la vie. Vance avait passé des nuits blanches, embusqué, écoutant l'ennemi s'approcher, et il savait qu'il faisait de même.
Il avait été témoin de la frustration, du désespoir de ses compagnons, de l'impuissance face à un ennemi qui semblait avoir le don de l'invisibilité, lorsqu'il a commencé à murmurer ses idées sur la possibilité d'étouffer le bruit des tirs avec quelque chose d'aussi trivial qu'une boîte de conserve. Le scepticisme fut la réaction la plus douce. « Vance, vous êtes fou? Un silencieux boîte? Quelle sera la prochaine étape? Un tank en carton ?» se moquèrent ses collègues, certains avec un humour forcé, d'autres avec l'amertume de ceux qui avaient déjà perdu espoir. Ses commandants, hommes de règles et de protocoles, hochèrent la tête, classant ces propositions comme les délires d'un tireur épuisé. Pour eux, l'idée était absurde, une insulte à l'ingénierie militaire et au sérieux de la guerre. Mais Vance, le tireur aux boîtes, comme certains commençaient à l'appeler avec condescendance, ne se laissait pas démonter. Il voyait l'évidence que personne d'autre ne voyait. La solution était là, à portée de main, dans ce que tout le monde jetait. L'inspiration pour le silencieux boîte vint d'une observation simple mais profonde. Vance avait remarqué comment le son d'objets métalliques creux résonnait différemment, comment l'écho s'altérait à l'intérieur de compartiments fermés. Son esprit, entraîné à la précision et à l'improvisation, commença à connecter les points. Il n'était pas ingénieur, mais il était un maître pour faire le maximum avec le minimum. L'idée était rudimentaire, créer une chambre d'expansion pour les gaz de tir en utilisant des matériaux que l'on pouvait trouver sur le champ de bataille. Le concept n'était pas nouveau, mais l'application, avec de la ferraille, était révolutionnaire. Ces matériaux? Des boîtes de rations C vides, celles qui étaient jetées quotidiennement, rouillant dans la boue de la jungle. Des morceaux de tuyauterie d'échappement endommagés de jeeps et de camions, des brins de fil de fer et tout ce qu'ils pouvaient trouver. Avec une torche à souder improvisée, alimentée par des batteries de véhicules ou même par des générateurs portatifs qui fonctionnaient à peine, et quelques outils de mécanique de base qu'il gardait avec lui, Vance transforma sa tente, pendant les quelques heures de répit qu'il avait en un atelier secret. Au milieu de la chaleur étouffante et de l'humidité collante, il travaillait sans relâche, coupant, modelant et soudant les boîtes, créant des chambres internes et des déflecteurs rudimentaires. Le processus était lent et dangereux, avec le risque d'explosion ou de blessures graves à chaque étincelle. L'odeur de métal brûlé et de sueur imprégnait l'air. Les premières tentatives furent, comme on pouvait s'y attendre, un désastre. Le bruit était encore trop fort. La structure ne résistait pas à la pression, ou le projectile déviait. « Vance, c'est une mauvaise blague !» cria un sergent, après qu'un des prototypes se fût désintégré lors d'un test initial, frôlant un observateur. Mais chaque échec était une leçon. Vance ajustait les angles, renforçait les soudures, expérimentait avec différents arrangements internes. Il savait que le secret était de dissiper l'énergie des gaz avant qu'ils ne sortent du canon, et les boîtes, avec leur forme cylindrique, offraient un point de départ inattendu. Il lui fallait quelque chose qui puisse être monté et démonté rapidement, qui soit assez léger pour ne pas compromettre la mobilité et assez robuste pour supporter la rigueur du combat. À chaque tentative, le silence se rapprochait un peu plus, une promesse ténue à l'horizon d'un champ de bataille assourdissant. La promesse du silence, aussi ténue fût-elle, était le carburant qui maintenait Elias Vance éveillé, ses mains calleuses travaillant inlassablement sous la faible lumière d'une lampe torche. Il avait compris que la clé n'était pas seulement d'étouffer le son, mais de le contrôler, de dissiper l'énergie des gaz avant qu'ils ne puissent créer cette détonation fatale. Il commença à expérimenter avec différents arrangements internes dans les boîtes, introduisant des cloisons métalliques rudimentaires, comme des déflecteurs soudés en spirale ou en zigzag. Il utilisa des morceaux de fil barbelés, étirés et aplatis, des restes d'aluminium d'avion abattus, toute ferraille qui pouvait servir à créer des chambres d'expansion et de turbulence à l'intérieur de la boîte. L'idée était de forcer les gaz à parcourir un chemin plus long et complexe, perdant énergie et vitesse avant de s'échapper, comme une rivière qui est forcée de serpenter dans un labyrinthe avant de se jeter. Le défi technique était immense. À chaque tir, la pression interne était brutale, menaçant de déchirer la structure fragile des boîtes. Vance renforça les jonctions avec des anneaux de métal plus épais, retiré des cerceaux de barils ou de toute autre source d'acier résistant qu'il trouvait. La fixation au canon du fusil était également un problème critique. Elle ne pouvait pas être permanente, car le silencieux devait être amovible pour le nettoyage et l'entretien, et la précision du tir ne pouvait pas être compromise. Il développa un système d'encliquetage rapide, utilisant des colliers de serrage en métal et des vis à oreilles improvisées
qui permettait d'attacher et de retirer le silencieux en quelques secondes. Le risque qu'un projectile touche les parois internes de la boîte et dévie, ou même fasse exploser le dispositif, était constant. Il fallait un alignement parfait, une tâche herculéenne avec les outils limités à sa disposition. Mais la plus grande bataille de Vance n'était pas contre la physique, mais contre l'incrédulité de ses supérieurs. À mesure que ses prototypes devenaient plus raffinés et que le son des tirs diminuait visiblement, le scepticisme se transformait en irritation. « Sergent Vance, que pensez-vous faire? Ce n'est pas un atelier de ferraille, c'est un poste de combat », tempêtait le capitaine Davis, un homme à la constitution robuste et à la mentalité inflexible, qui voyait tout écart du protocole comme une menace à l'ordre. Pour Davis, l'idée d'un silencieux boîte était non seulement ridicule, mais une insulte à l'ingénierie militaire et aux ressources que l'armée possédait déjà, aussi rares ou inefficaces fussent-elles. « Vous perdez votre temps et le nôtre, Vance. Retournez à votre position et arrêtez vos lubies. Nous n'avons pas besoin d'autres inventions de génies autodidactes par ici. Nous avons besoin de soldats qui suivent les ordres. » Le capitaine Davies n'était pas le seul. D'autres officiers, avec des années de formation formelle en tactique et en armement, voyaient l'obsession de Vance comme un signe d'épuisement mental, une conséquence du traumatisme de la guerre. « Il devient fou, le pauvre », murmurait-il, tandis que Vance continuait à travailler, le visage maculé de graisse et de sueur, les yeux fixés sur sa création. La pression du temps était écrasante. Chaque jour qui passait, plus de vie était perdue dans les embuscades silencieuses de la jungle. Vance sentait le poids de chaque perte, l'urgence de sa mission grandissant à chaque rapport de patrouille décimé. Il savait qu'il devait prouver la valeur de son invention, et vite. Le silence pour lui n'était pas un luxe, c'était la seule espérance. Les échecs initiaux étaient décourageants. Un prototype se désintégra en morceaux après quelques tirs, un autre déforma le projectile, le rendant inutile. Une fois, l'un des raccords improvisés se détacha, et la boîte s'envola, manquant de peu un observateur. « Je vous avais prévenu, Vance. Ça va tuer quelqu'un !» rugit le capitaine Davis, menaçant de confisquer tous les outils et matériaux de Vance. Mais Vance ne recula pas. Il argumenta que des vies étaient déjà perdues et que sa tentative, aussi folle qu'elle put paraître, était la seule alternative réelle. Il persista, ajustant, soudant, testant, jusqu'à ce que, finalement, un jour, après d'innombrables heures de travail et de frustration, un coup de feu fut tiré. Le son, auparavant assourdissant, fut réduit à un chuchotement métallique, un « pfft » étouffé, qui se distinguait à peine des bruits de la jungle. Ce son ou son absence fut la première fissure dans le mur de scepticisme qui l'entourait, une petite mais puissante promesse que l'impossible pouvait de fait être atteint. La graine du doute avait été plantée, et maintenant, Vance devait l'arroser avec le succès sur le terrain. Ce chuchotement métallique, un « pfft » étouffé à la place de la détonation assourdissante, fut un choc pour Vance. Ce n'était pas le silence absolu d'un film d'espionnage, mais c'était une réduction drastique, une distorsion du son qui le rendait méconnaissable dans le cœur incessant de la jungle. Ce son presque inaudible, cependant, ne convainquit pas immédiatement le capitaine Davis. « Un tour de passe-passe, Vance. Un coup de chance », grogna-t-il, toujours sceptique. Mais il y avait un tremblement dans sa voix, une fissure dans son armure de dédain. Ce son était différent, et dans l'enfer de Quang Tri, différent pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. La situation dans le secteur des Marines se détériorait rapidement. Les embuscades augmentaient en fréquence et en létalité. Des rapports quotidiens de patrouilles décimées, de corps récupérés dans un silence mortel, arrivaient à la base, peignant un tableau sombre de désespoir croissant. Le moral était bas, et la sensation que l'ennemi pouvait tout voir et tout entendre, tandis que les Marines étaient aveugles et assourdis, était corrosive. C'est au milieu de ce scénario de calamité que la persistance de Vance et le chuchotement de son invention trouvèrent une brèche. Un jeune lieutenant, nouvellement arrivé et moins contaminé par le scepticisme enraciné, le lieutenant Riley, avait été témoin du dernier test de Vance. Il n'était pas ingénieur, mais il était un homme pratique, et la logique simple derrière l'idée de Vance résonna en lui. « Capitaine, nous avons besoin d'un avantage, n'importe lequel, » argumenta Riley, la voix chargée d'urgence. « Les pertes sont insoutenables. Le sergent Vance est peut-être fou, mais s'il y a 1% de chance que cette chose fonctionne, nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. » L'hésitation de Davies était palpable. Il détestait l'idée de céder à un fou,
et à sa poubelle. Mais la pression d'en haut et le cri silencieux de ces hommes pour une solution étaient plus forts. Avec un soupir lourd, il finit par céder. « Très bien, Vance. Vous aurez votre chance. Une patrouille de reconnaissance demain, à l'aube. Si votre engin échoue, ou pire, coûte la vie à un de mes hommes, vous allez le payer cher. Vous avez compris ?» Vance se contenta d'acquiescer, ses yeux brillant d'une détermination silencieuse. L'occasion était arrivée. La patrouille de reconnaissance, composée d'une escouade de 8 hommes, y compris Vance et le lieutenant Riley, partit avant le lever du soleil, la jungle encore enveloppée d'une brume froide et humide. L'objectif, cartographier une nouvelle route d'infiltration ennemie qui avait été détectée par les renseignements. C'était une mission à haut risque, pénétrant un territoire ennemi connu pour ses pièges et ses embuscades. Vance portait son fusil M16, maintenant équipé du silencieux boîte, qui semblait étrangement disproportionné et fragile sur le canon de l'arme. Les regards des autres Marines variaient entre curiosité et un scepticisme mal dissimulé. Personne n'y croyait vraiment, mais l'espoir, aussi ténu soit-il, était un baume bienvenu. Les heures s'étirèrent, la tension montant à chaque pas dans la végétation dense. Le silence n'était brisé que par le bruissement des feuilles, le bourdonnement des insectes et le bruit étouffé de leurs propres bottes dans la boue. Soudain, un claquement sec, un piège. Un des hommes à l'avant cria, tombant. Ce fut le signal. La jungle explosa. Des tirs d'AK-47 déchirèrent l'air venant de positions cachées. L'embuscade classique. Les Marines se jetèrent au sol, ripostant désespérément, mais le son de leur M16 était un phare, révélant leur position instantanément. L'ennemi, habitué à cette prévisibilité, commençait déjà à les flanquer. C'est alors que Vance agit. Visant un buisson d'où venaient des tirs incessants, il appuya sur la gâchette. Pfft. Le son fut presque imperceptible au milieu du chaos. Un ennemi tomba. Vance passa à une autre cible, tira à nouveau. Pfft. Un autre ennemi touché. Le lieutenant Riley, qui était à côté de Vance, écarquilla les yeux. Il s'attendait à la détonation assourdissante, à la révélation immédiate de la position, mais tout ce qu'il entendit fut un son étouffé, facilement confondu avec le craquement de branches ou le vent. L'ennemi, quant à lui, était confus. D'où venaient les tirs? Leurs tireurs n'arrivaient pas à localiser la source des tirs de Vance. Ce silence inattendu renversa la situation. Leur position n'étant pas immédiatement révélée, Vance put tirer avec une précision chirurgicale, éliminant les menaces sans alerter le reste des tireurs ennemis de sa localisation exacte. Les autres Marines, voyant l'impact, commencèrent à s'inspirer. Ils utilisèrent le moment de confusion de l'ennemi pour manœuvrer, pour avancer, pour flanquer les embusqueurs, chose qui était impossible auparavant. Le capitaine Davies, qui recevait les rapports par radio, entendit le changement dans le ton de voix de Riley, la surprise et l'efficacité qui étaient auparavant impensables. La patrouille, qui aurait dû être décimée, réussit non seulement à repousser l'embuscade, mais aussi à infliger des pertes significatives à l'ennemi, revenant avec tous ses hommes, sauf celui qui avait déclenché le piège. Le retour de la patrouille fut un événement sans précédent. La base était sous le choc. Non seulement ils avaient survécu à une lourde embuscade, mais ils avaient vaincu. Le lieutenant Riley, le visage encore maculé de boue et de poudre, décrivit ce qui s'était passé. « Capitaine, le silencieux de Vance, il fonctionne. L'ennemi ne savait pas d'où venaient les tirs. Il nous a donné du temps, il nous a donné une couverture, il nous a donné l'avantage. » Le capitaine Davies regarda Vance, le tireur aux boîtes, avec une expression qui mélangeait incrédulité, soulagement et une pointe de respect réticent. Cet homme fou avait, de fait, changé le cours d'une bataille. Ce jour à Quang Tri ne fut pas seulement une victoire. Ce fut l'aube d'une nouvelle ère dans la guerre de la jungle, un témoignage silencieux que l'innovation, aussi improbable qu'elle pût paraître, pouvait être l'arme la plus puissante de toutes. Le succès du silencieux de Vance réverbéra à travers la base. Le scepticisme initial du capitaine Davis s'était effondré sous le poids de la preuve irréfutable. Une patrouille, qui aurait dû être anéantie, était revenue victorieuse, avec des pertes minimales, un exploit presque miraculeux à Quang Tri. La nouvelle se répandit comme un incendie dans la jungle sèche, non seulement parmi les Marines, mais aussi à travers les canaux de commandement. Le main-tireur aux boîtes, auparavant un lunatique, était maintenant un génie, un sauveur. Le capitaine Davies, maintenant avec une expression d'admiration et de soulagement, fit appeler Vance. « Sergent, commença-t-il,
la voix plus douce que Vance ne l'avait jamais entendue. « J'avais tort, complètement tort. Votre invention, elle a sauvé mes hommes. Elle a sauvé la patrouille. Vous devez nous montrer comment répliquer cela. Maintenant. » L'urgence dans la voix de Davies était palpable. Il avait vu la mort de près trop de fois et savait que si quelque chose pouvait inverser la vapeur, il fallait l'embrasser sans hésitation. À partir de ce jour, la petite tente de Vance, autrefois son atelier secret, devint l'épicentre d'une révolution silencieuse. Sous la supervision directe du capitaine Davis et avec le soutien, bien qu'initial et réticent, de l'équipe de maintenance, Vance commença à former d'autres Marines et mécaniciens à sa technique. La demande était immédiate et écrasante. Chaque patrouille voulait un silencieux boîte. Les matériaux, autrefois considérés comme des déchets, commencèrent à être collectés avec ferveur. Boîtes de rations vides, morceaux de métal, tuyauteries jetées. La jungle, qui auparavant ne fournissait que du danger, offrait maintenant les ressources pour le salut. Le processus de construction était manuel et fastidieux. Il n'y avait pas de chaîne de montage, seulement des mains calleuses, des torches à souder improvisées et la détermination implacable d'hommes qui luttaient pour leur vie. Vance affina le design, le rendant plus robuste et plus facile à produire en masse, dans les limites du champ de bataille. Il découvrit que l'insertion de laine d'acier ou de treillis métalliques à l'intérieur des chambres d'expansion améliorait encore la dissipation du son, rendant les tirs presque inaudibles à une distance de quelques mètres. En quelques semaines, des dizaines de silencieux furent fabriqués et l'arme secrète de Vance commença à être distribuée parmi les unités de patrouille. L'impact fut immédiat et transformateur. Les patrouilles des Marines, autrefois des proies faciles, commencèrent à opérer avec une nouvelle audace. La capacité de tirer sans révéler sa propre position permit aux Marines d'adopter des tactiques offensives qui étaient auparavant suicidaires. Ils pouvaient tendre des embuscades aux embusqueurs, flanquer l'ennemi sans être détectés et même mener des opérations de reconnaissance nocturne avec un niveau de discrétion sans précédent. L'ennemi, habitué au son assourdissant des M16, fut désorienté. Des rapports de renseignements ennemis interceptés commencèrent à mentionner des « fantômes » qui attaquaient depuis le silence. Une nouvelle menace terrifiante. En seulement 2 mois, les pertes alliées dans la zone de Quang Tri chutèrent de 40%. Cette statistique, à elle seule, était un témoignage irréfutable du génie de Vance. Le général Westmoreland, commandant des forces américaines au Vietnam, reçut les rapports avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Il avait vu beaucoup de « solutions miracles » échouer. Mais les chiffres ne mentaient pas, et les témoignages des commandants sur le champ de bataille étaient unanimes. Lors d'une visite surprise à Quang Tri, Westmoreland exigea de voir le silencieux boîte en action. Vance, visiblement nerveux, mais avec la confiance qui venait de l'expérience, démontra son invention. Le général observa attentivement pendant que Vance tirait avec son fusil, le son réduit à un simple « pfft ». Le visage de Westmoreland, généralement impassible, révéla une ride de surprise et d'admiration. « Sergent Vance, dit-il, sa voix grave, vous n'avez pas seulement créé une arme, vous avez créé de l'espoir, vous avez sauvé des vies. Combien de ces dispositifs peuvent être produits ?» La question n'était pas une demande, mais un ordre. En une semaine, une directive officielle fut émise, commandant la production de 5000 silencieux de terrain, à distribuer en priorité aux unités de reconnaissance et aux opérations spéciales à travers tout le Vietnam. Le silencieux boîte de Vance avait cessé d'être une folie et était devenu un équipement standard, une légende en construction. L'effet domino fut monumental. Non seulement les vies des Marines furent sauvées, mais le moral des troupes monta en flèche. Ils sentaient qu'ils avaient une chance réelle contre l'ennemi invisible. La guerre dans la jungle, auparavant une bataille de pure survie, avait maintenant un élément de surprise pour les Alliés. Le silence devint une arme, et Elias Vance, le tireur de Détroit, en était le maître. Son innovation n'a pas seulement changé les tactiques, elle a changé la perception de la guerre, prouvant que l'ingéniosité humaine, lorsqu'elle est poussée par la nécessité et la passion, pouvait surmonter n'importe quel obstacle, aussi infranchissable qu'il pût paraître. La jungle de Quang Tri, autrefois un cimetière sonore, apprenait à chuchoter, et ce chuchotement était le chant de la victoire. Après la fin de la guerre, le sergent Elias Vance, le tireur aux boîtes, rentra chez lui, non pas comme un général décoré, mais comme un héros silencieux. Les médailles qu'il reçut, l'étoile de bronze pour bravoure et la médaille du mérite pour son innovation,
furent rangés dans une boîte, souvenir d'un enfer que peu pouvaient comprendre. Il ne chercha ni la gloire ni la reconnaissance publique. La satisfaction de savoir que ces boîtes rouillées avaient sauvé d'innombrables vies était sa plus grande récompense. Vance retourna à l'anonymat de son Détroit natal, peut-être à l'usine où il avait travaillé, ses mains toujours habiles, mais maintenant avec le souvenir d'avoir façonné non seulement du métal, mais le destin d'hommes au combat. Le silencieux boîte de Vance, bien qu'il ne soit jamais devenu un article sophistiqué de catalogue militaire, laissa un héritage indélébile. Il prouva de manière irréfutable que le génie ne réside pas dans les diplômes ou les grades, mais dans la capacité de voir des solutions là où d'autres ne voient que de la ferraille. Son histoire est un puissant témoignage que la persistance l'emporte sur le scepticisme, que les solutions simples surpassent la complexité et que l'innovation naît de la nécessité la plus pressante. La légende d'Elias Vance résonne encore aujourd'hui, un rappel que, même dans les moments les plus sombres et les plus brutaux de l'histoire, l'inventivité humaine, le courage et la capacité de transformer l'ordinaire en extraordinaire peuvent faire la différence entre la défaite et la victoire. Que son histoire nous inspire à regarder au-delà de l'évidence, à défier le statu quo et à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes.